Septembre 2019 à Namur, à l'initiative de la Commission de l'enseignement supérieur inclusif, 3 journées de formation ont été organisées à destination du personnel académique des universités, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Les répondants observent l'apparition d'un changement de mentalité auprès des étudiants et des professeurs, d'une volonté de faire changer les choses, de collaborer en vue d'un enseignement plus inclusif. Depuis 2014, en effet, un décret organise l'enseignement supérieur inclusif et face à l'accroissement de la demande des étudiants en situation de handicap, il s'agit désormais pour l'ensemble des acteurs de passer du cadre législatif à la mise en œuvre de terrain. Effectivement, on a vu une courbe qui est ascendante et qui est même exponentielle presque de l'accroissement des demandes, ce qui est bien parce que ça signifie que les étudiants en situation de handicap vont plus facilement parler de leurs difficultés et peuvent être pris en charge de manière adéquate et favoriser le processus de réussite. Mais ça veut dire aussi que pour les équipes de terrain, c'est un surcroît et non négligeable au niveau des heures de prestation et de la gestion administrative des dossiers. Je pense que l'intérêt, quand un décret est récent, et ici il est récent puisqu'il date de seulement de 5 ans, c'est toute la mise en place qu'on peut faire et la jurisprudence qui va s'installer, la façon dont ça va être compris dans nos différents établissements, puisque c'est ça qui va alors créer les vraies balises, puisque le décret laisse quand même pas mal de zones d'ombre, d'interprétation que nous, dans nos écoles, on peut mettre en place. Les 2 premières journées de formation étaient orientées sur la pratique et consacrées à l'octroi du statut d'étudiant en situation de handicap, ainsi qu'au plan d'accompagnement individualisé et à la mise en place des aménagements raisonnables. La 3e journée proposait davantage une réflexion sur la posture professionnelle et les perspectives d'avenir, en partant bien sûr des réalités de terrain telles qu'elles sont vécues par les professionnels. L'article 458 du Code pénal quand même, instaure la règle du silence. On se tait, on ne dit rien entre le professionnel et le tiers, mais pas entre le professionnel et le maître du secret, c'est-à-dire en l'occurrence entre vous et l'étudiant. Là, il y a par contre un partage de savoir, une obligation d'information, l'étudiant étant toujours maître évidemment de ce qu'il va vous dire ou ne pas vous dire. Le décret, c'est un outil. Et donc, moi, j'ai tendance toujours à dire, ne perdons pas l'objectif de vue. Quelle est la manière, finalement, d'être le plus pragmatique possible et d'atteindre l'objectif poursuivi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un étudiant qui est en situation de handicap puisse poursuivre des études supérieures le plus normalement possible. Expérimentés ou au contraire découvrant le champ de l'enseignement supérieur inclusif, les participants ont pu échanger sur leurs pratiques, leurs questionnements ou leurs difficultés. Comment accompagner au mieux ces étudiants en situation de handicap, comment élargir les représentations sociales ou encore bien sûr les questions de la déontologie et du secret professionnel. Tous et toutes sont conscients des enjeux pour l'avenir afin de garantir un enseignement supérieur qui accorde les mêmes chances à chacun. C'est important pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des services qui sont nouveaux au sein des différentes structures de l'enseignement supérieur. Et c'est important de pouvoir former les personnes qui accueillent ces étudiants à besoins spécifiques. Et deuxièmement, et je pense que c'est le point le plus important, en tout cas pour moi, c'est l'échange de pratiques, le partage d'expériences et de sentir qu'on est tous dans la même mouvance et qu'on peut s'entraider. C'est très très riche d'échanges. On se rend compte qu'on est vraiment au début de l'enseignement inclusif et qu'il y a encore beaucoup de choses à construire. Et donc c'est chouette de pouvoir rencontrer toutes ces personnes et avoir l'envie de construire ensemble pour la suite et pour améliorer notre travail au quotidien. Souvent, les enseignants ne sont pas nécessairement de mauvaise volonté, mais ils se trouvent souvent désemparés par rapport à une situation, ne savent pas comment la gérer, comment l'aborder. Et donc l'attitude de rejet est plus liée à une méconnaissance, alors que justement, si on parle plutôt d'une approche pédagogique inclusive, il y a probablement moyen déjà d'intégrer des petites choses dans sa pratique quotidienne qui permettent de rendre l'enseignement inclusif sans avoir l'impression de devoir franchir une montagne ou un obstacle insurmontable. Les personnes en situation de handicap doivent être acteurs finalement de l'inclusion dans l'université. Les étudiants autistes que vous avez pu croiser dans votre vie quotidienne, ce qu'on représente tout de même 1% de la population.
Donc ça veut dire 1% de la population aussi bien active que de la population étudiante. Alors bon, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique, on a beaucoup de mal à accéder à un cursus universitaire. Changer les représentations du handicap, c'est changer le fait que non seulement la personne handicapée a droit à des aménagements spécifiques, que non seulement elle a droit à l'accessibilité, mais qu'elle a droit aussi à l'université à participer aux changements sociaux. Très souvent, les gens ont des idées fausses sur ce qui nous crée des problèmes ou sur ce qui crée du handicap. Alors évidemment, il y a les problèmes de relations sociales, mais pas que. Très souvent, ça va être une accumulation de petits détails qui, tous ensemble, vont créer des situations vraiment, vraiment pénibles. Alors permettez-moi de vous présenter l'un de nos ennemis numéro 1, à savoir l'étiquette dans le cou. Oui, ça paraît un peu léger vu comme cela. Je vous donne un exemple. Vous avez un étudiant autiste non verbal ou très peu verbal dans votre établissement qui, au bout d'une heure à s'être contorsionné, retire tous ses vêtements. Est-il exhibitionniste ? Eh bien, très généralement, non. C'est un problème sensoriel. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça apporte beaucoup d'éléments aussi positifs dans les établissements, même si parfois c'est quand même encore compliqué et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, d'où ces formations, d'où aussi le besoin d'informer les étudiants d'une façon globale et pas seulement ceux qui ont besoin de ces plans d'accompagnement individualisés. Et ça fait avancer la question chez tout un chacun. Une université inclusive est une université participative de tous les acteurs qui ont des déficiences et des difficultés, des handicaps, mais aussi des acteurs les plus pauvres, des acteurs les plus exclus, des acteurs étrangers, les acteurs qui doivent être accueillis dans nos universités. Et là, la situation de handicap fait partie de l'inclusion de l'ensemble de ces acteurs, mais qu'on travaille avec eux, et pas uniquement pour eux, qu'on travaille avec eux et pour eux. Je pense que ça apporte des choses positives aux établissements. Ça apporte en fait, à partir du moment où on sensibilise nos enseignants, il y a réellement une ouverture qui se fait au niveau sociétal. Chaque fois qu'un étudiant est en situation de réussite, eh bien évidemment c'est un succès pour lui avant tout, mais pour l'ensemble de l'équipe et de la communauté éducative très certainement. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a un autre regard qui est occupé à se mettre en place sur les étudiants en situation de handicap et sur la question du handicap en général dans notre société, parce qu'on est de plus en plus dans une société inclusive et donc la dynamique même, l'approche même de la personne en situation de handicap change complètement.